Je vous invite, si vous le permettez, à évoquer un sujet plutôt polémique qui a fait le tour du monde. Un sujet où vous êtes évidemment impliqué. Vous avez été l'auteur de quelques propos qui ont beaucoup embarrassé plusieurs pays. Israël, le Maroc, la France. Un sujet polémique, un sujet tabou. Le fameux sujet des soldats marocains en Israël. Y a-t-il du nouveau depuis cette fameuse affaire des 4000 soldats? Mais écoutez, ce qui vient étayer un peu ce qu'on avait dit et l'information qui m'a été communiquée par des personnes de grande valeur, etc., des gens très intègres. Mais on vient d'entendre qu'il y a cinq soldats marocains. Est-ce que ils sont partis de leur propre gré ou bien, comme beaucoup d'Israéliens sont enrôlés de force, ils n'ont pas le choix. Beaucoup, bien sûr, sont partis, les refusniks, mais ils vont plus jamais retourner en Israël, etc. Ils doivent aller dans un pays où il n'y a pas, je veux dire, l'extradition vers Israël. Et il y a 5 Marocains qui sont morts à la frontière libanaise. Voilà. Donc, alors bien sûr, souvent, tu entends sur les sites des IHA, etc. Ouais, mais c'est des Juifs marocains. Alors quoi? Il y a des Juifs marocains, il y a des Shloch marocains, il y a des Souassa marocains. Donc le porteur d'une nationalité marocaine, c'est un Marocain. D'accord? C'est un Marocain. Point basta. Donc il a dit qu'il dit ah oui, mais c'est des Juifs marocains, c'est pas des Marocains. Bah, j'ai l'impression quoi? Il y a une nationalité de seconde zone. Ou là, il n'y a qu'une seule nationalité. Donc, comme on l'avait dit à plusieurs reprises, si tu te souviens, Adnan, on l'avait dit, c'est que si l'information était erronée, si l'information qui a fait réagir énormément, pourquoi il n'y a pas de réaction officielle? Pourquoi il n'y a pas eu de réaction officielle? Soit par la voie des tribunaux, soit par la voie des ambassadeurs. Moi, je ne sais pas pourquoi ils sont restés silencieux sur l'information. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Ni Bourita, ni l'armée, ni le porte-parole du gouvernement. Personne. Personne. Même pas les partis politiques marocains. On nous a lâché des IHM de seconde zone, voire de troisième zone, qui jouent en 4e division. Ils ne savent même pas quoi d'où ils parlent. Ils les ont lâchés pour dire, voilà, vous savez, cette image-là, comme ça, maintenant. Donc c'était le... C'est pas bruyant, c'est animé. Chaque mois, 1,3 million de franciliens utilisent ridicule dans le ridicule. Aucun officiel, bien sûr, ils ont lâché France 24, parce qu'on a envoyé une vidéo, ils n'ont jamais répondu à la vidéo. Pourtant, on n'a pas été tendre avec eux dans la vidéo. Voilà. Malheureusement, les 4000 soldats, moi, ce que j'espère, franchement, qu'ils étaient contraints d'y aller, parce que c'est le seul espoir que j'ai, dire la Ghalib, voilà, le revenu, la famille, on en a besoin, et on leur a demandé d'y aller, ciao. Ils n'avaient pas le choix. Mais j'en suis certain qu'à l'intérieur de cette armée, il y a beaucoup de crapules, comme ceux qui tuent les manifestants, comme ceux qui tirent sur les manifestants à partir des hélicoptères, comme c'était le cas en 65, etc. Ça, c'est connu. Il y a souvent des crapules dans l'armée, malheureusement, comme Ofrir, comme des Marocains qui ont éventré des femmes en Italie, à Monte Cassino, ou en Indochine, comme ceux qui ont égorgé les rifins, ils ont mis leur tête sur les têtes de leurs fusils comme trophée, etc. Et c'était des soldats du sultan Youssouf. Donc les photos existent. J'ai beaucoup de cartes postales comme ça. J'ai acheté en Espagne, que j'ai acheté à Paris, etc. Malheureusement, il y a des soldats crapuleux.
Mais j'espère que, quand même, il y a ceux parmi ces soldats-là qui ont été contraints, au moins pour dire que il y a un espoir qu'un jour les choses changeront, quoi. Voilà. Oui. Je tiens à rappeler pour ces gens qui essaient d'être offusqués, juste après les accords d'Oslo, le nombre d'artistes marocains, le nombre d'écrivains marocains, le nombre de médecins marocains, etc., 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 qui ont dû partir pour chanter, danser, jouer des pièces de théâtre en Israël, alors qu'il n'y avait, soi-disant, aucune normalisation avec ce pays-là, ni culturelle, ni politique, ni économique, ni rien du tout. Le Ma'arif, donc, qui est un journal israélien, avait publié, je crois en 2001 ou la 2002, le succès des femmes de ménage marocaines en Israël. C'est ce qu'on appelait les filles au père, donc pour garder les enfants, pour les accompagner à l'école, pour faire à manger. Et il y en avait à l'époque, selon ce journal Le Ma'arif, presque 8000 personnes, 8000 femmes. Comment ils sont arrivés en 2000 en Israël alors qu'il n'y avait quasiment aucune normalisation officielle avec le Maroc. Alors, je vous fais vraiment l'économie des chiffres relatifs aux dames qui travaillent dans les cabarets, dans la prostitution, qui dansent dans les boîtes orientales de Tel Aviv, de Haïfa, etc. Et ça, elles sont très appréciées pour le professionnalisme à bien des égards, hein, donc je ne polémique pas, mais c'est la réalité. Pour les soldats marocains, essayons de définir qu'est-ce qu'on entend par marocain. D'accord? Une définition légale, les Marocains sont toutes les personnes qui portent la nationalité marocaine. D'accord? Nous, on est considérés, pour le royaume du Maroc, moi, Adnan, Dounia, etc., on est considérés comme des Marocains. D'accord? Même si nous, à un moment, on conteste, on dit, vous prenez votre passeport, je vous le laisse, etc. Mais on est considérés dans les statistiques comme des Marocains. Alors, les sionistes d'Israël, il y en a beaucoup qui ont récupéré nos nationalités, sont considérés comme des Marocains, et ils ont l'obligation d'aller se battre dans l'armée israélienne. Alors, ils sont comptabilisés comme des Marocains, par la presse palestinienne, par la presse israélienne, etc. Donc, il y a beaucoup de juifs marocains de France, par exemple, donc, qui ont répondu à l'appel de la nation, entre guillemets, de leur nation, la deuxième nation qui est Israël, et qui ont rejoint cette armée. Mais en tout cas, ceux qui sont marocains musulmans, on les estime à 1600. Au total, 4000 avec les sionistes, ça ne fait plus ou moins 4000. Mais les Marocains qui ont fait leur entraînement, qui ont été formés au Maroc et qui sont de confession musulmane, il y a 1600 qui se battent aujourd'hui contre les Gazaouis et qui veulent vraiment démonter. Il y a un consensus général. I-24, on en a parlé à un moment ou à un autre. Voilà, moi j'étais pas choqué, c'est pour cela que je n'ai pas enregistré la vidéo, etc. Parce que je savais de quoi ce Marzen était capable. D'ailleurs, je veux dire, c'est sur I-24 qu'on a appris que Hassan II avait espionné et a communiqué donc tous les plans de la guerre de 67 au Mossad, et donc en plus il a permis au Mossad d'assister au sommet de Casablanca de 1965, avant la guerre de 67. C'est pour cela que cette guerre a été pliée en 6 jours. Et ça, c'est pas un journal palestinien, c'est I-24. Vous allez sur YouTube, vous faites I-24, Hassan II espion, elle va vous donner, et ils en ont parlé pendant 10 minutes. Et d'ailleurs, ça commence par sans Hassan II, on n'aurait pas gagné la guerre de 67.
C'est comme ça que la journaliste commence, en posant la question à un journaliste qui était sur le plateau, qui était spécialiste de ces questions-là. Donc Hassan II a espionné. Hassan II a joué un rôle très important pour pallier aux problèmes démographiques israéliens en chassant tous les juifs du Maroc. Il les a contraints au départ. Il les a contraints au départ. En fait, Écoutez la chanson de Mouijo. Mouijo, c'était un chanteur juif marocain qui a fait une chanson sur cette alia marocain vers l'antité-sioniste. Et c'est une chanson qui résume la tragédie des juifs marocains. Donc ce complot qui a été, je veux dire, signé entre la section du Mossad qui s'appelait la Misgret qui était chargée justement par le Mossad de faire immigrer les juifs marocains vers Israël. Et Hassan II, à l'époque, avait demandé $50 par tête de juif. Donc, il avait demandé $50 par tête de juif. Et donc, ça, vous pouvez le lire dans le livre de Agnès Ben Simoun, Hassan II et les Juifs. Hassan II et les Juifs. Donc, cette histoire ou bien cette mythologie qu'on a essayé de fabriquer au niveau du Marzen, que le roi était protecteur des Juifs, que les Juifs ont été tout le temps protégés par le Marzen, etc., c'est faux et archi faux. Lisez le bouquin de Assaraf, Mohamed V et les Juifs. Vous allez voir que Mohamed V a signé 3 décrets qui faisaient suite aux lois de Vichy. Donc, par ces 3 décrets, on appliquait les lois de Vichy. Le premier décret, c'est chasser les Juifs marocains des quartiers européens. Deuxième décret, c'est de chasser les hauts fonctionnaires juifs de l'administration française au Maroc. Et le troisième décret, c'était de exproprier. Exactement. Bravo. Donc, c'était d'exproprier les biens des Juifs marocains. Voilà. Donc, ne venez pas me dire « Ah, Mohamed V a protégé ». Les décrets sont là et ils sont dans les archives de l'Amana al-Amma, donc c'est les archives du Maroc. Ils sont même en français sur certains sites. En français, en arabe, le bulletin officiel de l'Maghreb. Donc voilà, ils sont au Maroc. Ce sont vos archives. Moi, j'ai été repêché cette information dans vos archives royaux. Allez. Donc, raconter du n'importe quoi. Vous savez, j'ai une réputation à défendre, donc moi je débobine pas les mensonges. J'ai mes étudiants qui m'écoutent, je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai eu 4 ou 5 étudiants qui sont venus avec leur GSM et ils me disent, monsieur, mais c'est quoi ça, vous êtes devenu une vedette, regardez combien de vues, voilà. Donc je sais, et donc je n'ai pas envie de me discréditer par rapport à mes étudiants. Donc quand j'ai une information, j'essaie vraiment de la vérifier, mais alors là, dans tous les sens. J'ai mes collègues aussi, qui vont venir dire monsieur Postruc, tu dis n'importe quoi, donc voilà. Et donc les 4000, le chiffre existe et ça a tourné plusieurs fois. Et d'ailleurs il y a un Palestinien qui a repris ce morceau-là et qui a confirmé. Donc vous pouvez le trouver sur TikTok. C'est un Palestinien, voilà, qui a mis la vidéo et lui il était en bas, il montrait avec son doigt, il disait écoutez bien. Après il a fait un petit commentaire en disant voilà, c'est ce que je vous disais. Donc lui il avait déjà confirmé le chiffre il y a très longtemps. Malheureusement, c'est la face cachée des accords d'Abraham. Avec EasyJet, mettez du soleil dans votre hiver. Profitez. Les accords d'Abraham, c'était pas de reconnaître le Sahara marocain, parce que jusqu'à présent, et ça on vous a montré, Donia vous a montré les cartes, vous voyez les cartes dans le bureau de Benjamin Netanyahou, la carte du Maroc, le Sahara est complètement détaché du Maroc. Hein. Il y a une frontière claire et nette, hein. C'est dans le bureau de Benjamin Netanyahou. Donc il n'y a aucune reconnaissance, ni officielle, ni officieuse. Mais ce que vous pouvez trouver dans le musée du Premier ministre, vous pouvez trouver le fameux collier en diamant qui a coûté 1,3 million que la princesse Salma avait acheté chez un joaillier à Anvers, ici à Bruxelles, en Belgique, qui a coûté, je crois, 1,350 000 et qu'elle a offert à l'époque à Tzipi Livni quand elle est venue au Maroc.
Et donc, imaginez ce qu'on peut faire avec 1 350 000 dollars comme école, comme hôpitaux, comme dispensaires, etc., etc. Et c'est un problème, c'est que cette princesse avait oublié, c'est que tous les cadeaux que vous recevez quand vous êtes en pleine fonction dans l'entité sioniste, ces cadeaux-là appartiennent à l'État sioniste. Donc, quand il a offert ce cadeau, il croyait l'offrir à Tzipi Livni, mais il l'avait offert à l'État d'Israël. Donc, باش نكونوا واضحين في هذه المسائل هذو. Et il est au musée. Il est au musée de la, de la Knesset. Et vous pouvez aller sur Internet, faites le musée de la Knesset, vous allez voir ce beau collier avec des émeraudes, etc., des beaux émeraudes verts, voilà. Donc, les soldats, ils sont encore là sur place. Ils existent, c'est pas des fantômes. Et je veux dire, il n'y a aucune réaction officielle. Si c'était faux, on aurait eu un communiqué quelque part. Moi, je ne sais pas, des affaires étrangères, de la défense, de je ne sais pas quoi. Il n'y a aucun communiqué parce que quand même, c'est une accusation grave. Mais on envoie qui? On envoie des petits Ayasha pour venir emmerder Adnan, embêter Adnan, voilà, point basta. Mais on n'envoie pas les calibres qui viendront discuter de ce genre de choses. Hein. Et je tiens à rappeler à nos amis que je paragouine un petit peu l'hébreu, donc je comprends l'hébreu, je le parle un tout petit peu. Ani mudabbir ivrit, ani lomid ivrit. Donc, vous savez, quand je vous dis j'ai des informations, que ce soit clair entre nous, on va pas chipoter.